On se retrouve aujourd'hui pour parler des intolérances alimentaires. On va voir comment ça fonctionne, mais surtout pourquoi est-ce qu'on peut devenir intolérant avec le temps alors qu'on ne l'était pas avant. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre soutien qui m'est très précieux et pour tous les commentaires que vous laissez. Il m'aide à savoir déjà si ce que je raconte est clair, mais aussi et surtout à comprendre les sujets que vous voudriez voir abordés sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à en laisser, j'y répondrai avec plaisir. Je voulais commencer cette vidéo aujourd'hui par faire un petit éclaircissement sur la différence entre les allergies et les intolérances, qui sont deux fonctionnements totalement différents. Lorsque nous sommes allergiques, notre corps va produire des IgE de type 1. Ig, ça veut dire immunoglobuline, plus communément appelée anticorps. Cette surréaction allergique à un aliment va faire apparaître des symptômes très rapidement, en quelques secondes à quelques minutes maximum après l'ingestion. Cela peut provoquer des gonflements des lèvres, de l'intérieur de la bouche, de la gorge, qui peuvent aller très loin dans les cas les plus graves et provoquer un œdème de Quincke qui coupe totalement la respiration. Ça peut aussi provoquer des éruptions cutanées ou des démangeaisons très fortes. Ça, c'est une allergie vraie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Nos anticorps, les fameux IgE, ont l'impression d'être agressés par quelque chose d'extérieur. Donc, ils vont recruter l'histamine, qui est un médiateur chimique responsable d'une cascade inflammatoire destinée à détruire l'envahisseur pour nous défendre. Bien entendu, cette défense est assurée par notre système immunitaire. Ces allergies vraies sont relativement faciles à détecter parce que les symptômes sont forts, rapides et en plus il existe des tests sanguins qui sont fiables. Lorsqu'on est intolérant à un aliment, c'est un peu différent. C'est un autre type d'immunoglobuline qui va entrer dans la course. Ce sont les IgG de type 3. On va également appeler ce phénomène des allergies retardées et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans ce cas, les symptômes vont apparaître entre plusieurs heures et plusieurs jours après l'ingestion de l'aliment, jusqu'à 3 jours. Ce qui rend d'ailleurs le diagnostic beaucoup plus compliqué. Comment savoir quel est l'aliment responsable de cette réaction? En 3 jours, on consomme beaucoup de nourriture différente. Du coup, c'est très difficile de cartographier l'aliment qui est responsable de notre réaction. Quand ce sont les IgG qui sont à la manœuvre, il n'y a pas de libération d'histamine. À la place, il va y avoir la libération de médiateurs que l'on appelle les cytokines qui provoquent l'inflammation. C'est aussi le système immunitaire qui est à l'œuvre, mais vous allez voir avec ce que je vais vous expliquer après que le système immunitaire ne va se mettre dans la boucle qu'en toute fin de parcours et qu'avant, il y a plein d'autres choses impliquées. Dans les intolérances, les symptômes vont être différents des allergies. Là, on va retrouver principalement des symptômes digestifs, des gaz, des ballonnements, des diarrhées, de la constipation ou alors l'alternance des deux. Ils sont dérangeants sur le moment, voire handicapants pour certaines personnes, mais surtout à la longue, à force de créer une inflammation intestinale, ils vont faire le lit des maladies inflammatoires chroniques. Nous, aujourd'hui, on ne va se concentrer que sur la partie intolérance. Beaucoup de gens souffrent d'intolérance alimentaire. Les plus répandus sont d'abord l'intolérance au lactose, qui est le sucre des produits laitiers. On estime qu'environ 50% de Français sont intolérants au lactose et à peu près 80% de la population mondiale. D'ailleurs, il y a des peuples qui ne digèrent pas du tout le lactose, c'est le cas en Asie ou encore en Afrique. L'intolérance aux œufs est aussi très commune, elle touche environ 1 million de Français. L'intolérance au gluten, là ce sont des estimations, mais on s'accorde à dire que ce serait aux alentours des 6% de la population européenne. D'ailleurs, les difficultés de digestion au gluten peuvent être confondues avec l'intolérance au FODMAP. Ce sont des glucides, donc des sucres à chaîne courte, fermentescibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont peu ou pas absorbés par l'organisme et qui vont se retrouver très rapidement dans le tractus intestinal où ils vont fermenter. Les FODMAP contiennent 5 catégories. Le fructose, le lactose, les fructanes, les galacto-oligosaccharides qu'on appelle aussi des GOS et les polyols. Si ça vous intéresse, vous trouvez très facilement sur internet les tableaux qui recensent les aliments par catégorie. Sur les 5, 2 sont plus représentés que les autres dans les intolérances. Il s'agit du lactose, ça on a bien compris, mais aussi des fructanes, que l'on retrouve par exemple dans l'ail, l'oignon, les poireaux, les artichauts, mais aussi dans les céréales à gluten comme le blé, le seigle ou l'orge.
C'est pourquoi parfois on croit être intolérant au gluten, qui est la protéine, alors qu'en réalité on est intolérant aux glucides, au sucre, les fructanes. Enfin, pour finir sur les intolérances les plus communes, on va retrouver les mollusques et les crustacés et les oléagineux, dont en tête de liste les arachides. Nous ne sommes pas tous intolérants de la même manière. Certains vont l'être énormément et le moindre fragment de l'aliment va provoquer des symptômes très envahissants. C'est le cas par exemple avec le lactose, où ça peut provoquer des diarrhées immédiatement ou des ballonnements. Alors que d'autres vont l'être plus modérément. Et là, les symptômes vont être plus difficiles à discerner. On va retrouver par exemple une fatigue chronique, des petits boutons sur la peau, des démangeaisons. C'est aussi dose dépendant, évidemment. Au plus on mange de l'aliment incriminé, au plus la réaction va être forte. Mais pourquoi donc devient-on intolérant? Je dis bien devenir, parce que ce qui est troublant, c'est que ça peut intervenir à n'importe quel moment de la vie. D'ailleurs, mes patients me disent souvent « Mais moi, j'ai toujours mangé cet aliment, ça m'a jamais posé aucun problème. Et aujourd'hui, je le digère plus du tout. » C'est souvent dur à accepter d'ailleurs, mais ça peut être réversible. 3 mécanismes vont être impliqués dans le déclenchement des intolérances. D'abord, un déficit enzymatique. Nos aliments, pour être assimilés correctement, ont besoin d'être découpés en tout petits morceaux par nos ciseaux à nous, ce sont les enzymes. Elles ont tout un rôle spécifique, par exemple les protéases vont découper les protéines, les lipases vont découper le gras, et enfin la lactase va découper les molécules de lactose pour le rendre digeste. C'est bien d'ailleurs le déficit d'enzyme lactase qui est responsable de l'intolérance au lactose à l'âge adulte. Nous arrêtons tout simplement de la produire parce que pour la nature, il n'est pas logique que nous continuions à boire du lait. Les raisons qui peuvent nous conduire à un déficit enzymatique, ça peut être une faiblesse du pancréas, une surcharge hépatique, les IPP aussi, les inhibiteurs de la pompe à protons que l'on prend généralement quand on souffre d'acidité gastrique, ou encore une mastication insuffisante. Si nous ne produisons pas assez d'enzymes, la taille des particules alimentaires qui arrivent dans notre intestin est trop grosse. Elle n'a pas été assez découpée. Donc ces particules vont être récupérées par des levures, par des bactéries qui vont les faire fermenter. Parmi elles d'ailleurs, une qui est connue, c'est Candida albicans. Le deuxième mécanisme impliqué dans l'apparition des intolérances, c'est le déficit d'acidité de l'estomac. C'est un milieu qui doit être naturellement extrêmement acide. Le pH de l'estomac, c'est 2. Cela sert à découper là aussi nos aliments en plus petits morceaux afin de les amener dans l'intestin pour pouvoir les assimiler. Et que les petites enzymes dont nous venons de parler prennent le relais. Ce qui peut causer une hypochloridrie gastrique, c'est-à-dire une baisse de l'acidité de l'estomac, c'est d'abord une thyroïde flemmarde, une hypothyroïdie, qu'elle soit traitée ou alors qu'elle soit sous-jacente. L'hypothyroïdie frustre, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas pour les médecins de traitement médicamenteux, est beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Le stress est aussi très impliqué dans la production d'acide. Les IPP, et on y revient, eux sont une catastrophe évidemment, puisqu'ils sont là pour contrer la production d'acide. Et enfin, la bactérie Helicobacter pylori peut être responsable de ce phénomène aussi. Si vous voulez savoir si votre estomac est acide ou pas, il existe un test très simple. Vous pouvez mélanger une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans le fond d'un verre d'eau. Vous buvez ça à jeun et vous comptez combien de minutes après vous allez avoir un RAW. Parce que ça, c'est la réaction logique. On met quelque chose de très basique dans un milieu très acide, ça produit du gaz. Au plus votre RAW arrive vite, au plus votre estomac est acide. On considère que s'il arrive en dessous des 2 minutes, on est dans la norme d'acidité. Si par contre il arrive au-delà ou s'il n'arrive jamais, parce que ça peut être le cas, il faudra vous pencher sur votre production d'acide gastrique. Troisième mécanisme pourvoyeur d'intolérance alimentaire, un appauvrissement du microbiote, qu'on appelle aussi une dysbiose. Dans ce cas-là, au lieu d'avoir des familles de bactéries qui vont terminer notre digestion, parce qu'on ne sait pas digérer tout seul, on a besoin d'elles, nous allons en avoir d'autres, dont des levures, qui vont faire fermenter le bol alimentaire. Le problème de cette fermentation, c'est qu'à terme, elle va inflammer la muqueuse de l'intestin et finir par provoquer ce que l'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. C'est-à-dire que notre intestin va se retrouver avec de petits trous à sa surface. Cette hyperperméabilité est la base d'un grand nombre de maladies, les maladies inflammatoires chroniques, les maladies auto-immunes, mais aussi les maladies neurodégénératives. Généralement, ces 3 mécanismes fonctionnent ensemble. Il est très rare de n'avoir qu'un déficit d'acidité de l'estomac. Ce serait trop facile. Grâce à leur combinaison maléfique,
on comprend comment le système immunitaire va finir par être impliqué là-dedans. Les trop grosses particules alimentaires qui se retrouvent dans notre intestin parce que nous n'avons pas assez d'enzymes ou parce que l'acidité de notre estomac est trop faible, vont finir par se retrouver sur un intestin hyper perméable, donc il y a des petits trous. Elles vont à terme pouvoir passer à travers et se retrouver dans le système sanguin, là où notre système immunitaire va les détecter puisqu'elles n'ont rien à faire là, et finir par les attaquer par l'intermédiaire des IgG. On me demande souvent si les tests pour détecter les intolérances alimentaires sont intéressants. Je vais essayer de vous répondre, bien sûr ça n'est que mon avis. Il existe plusieurs tests pour débusquer les intolérances. D'abord vous pouvez rechercher l'intolérance au FODMAP avec la participation d'un gastro-entérologue qui va vous faire un test à l'air expiré. C'est-à-dire qu'il va vous faire manger un des glucides, un des sucres par catégorie des FODMAPs et puis vous faire souffler dans un ballon et analyser finalement le gaz que vous expirez pour pouvoir déterminer si vous êtes intolérant ou pas à ce type de glucides. Ce test dure environ 3 heures et il est très fiable. Ensuite, certains labos spécialisés comme Barbier, LIMS ou ImmuPro proposent de chercher les IgG dans notre sang. L'idée étant de se dire, si je retrouve un IgG dirigé contre un aliment, l'œuf par exemple, c'est qu'on y est intolérant. Il y a du bon et du mauvais dans ce type de test. Le truc c'est que si vous souffrez d'une hyperperméabilité intestinale, vous allez retrouver un grand nombre d'aliments dans vos intolérances, parce qu'ils passent à travers la barrière. Mais vous n'y êtes pas forcément intolérant. Potentiellement, en réparant notre barrière intestinale, la liste de ces aliments devrait drastiquement diminuer. Mais ces tests peuvent aussi être utiles à un instant T, et particulièrement lorsqu'on a beaucoup de mal à mettre la main sur nos propres intolérances. On galère parce que ça se déroule sur des jours. J'ai réalisé moi-même un de ces tests il y a quelques années, ça m'a été très utile parce que finalement je mangeais des œufs au quotidien et je me suis rendu compte qu'ils étaient très hauts, très rouges dans les choses qui me faisaient surréagir. Donc l'idée si vous faites ce genre de test, c'est de temporairement enlever les aliments qui sortent très rouges pour diminuer l'inflammation et par ailleurs réparer votre barrière intestinale. Dans ces mêmes labos, vous trouvez d'ailleurs une analyse spécifique, LPS ou LBP, qui va aller vérifier si votre intestin est poreux ou pas. Donc, c'est intéressant de faire les deux en même temps. Et une fois la barrière intestinale réparée, donc il faut essayer de gérer son stress, de prendre de la glutamine, ça c'est assez intéressant. Il y a aussi des petits produits, des petits compléments spécifiques de la barrière intestinale. Pour vous donner une idée, je vous glisserai quelques-uns d'entre eux dans la description. Il faudrait idéalement refaire un test 6 mois ou 1 an après pour pouvoir comparer. Alors je sais que c'est un petit budget. Donc on comprend quel peut être leur intérêt, mais attention, il y a aussi un danger. C'est si on prend pour vérité absolue ce que l'on voit et que l'on se met à enlever tous les aliments qui sont ressortis en rouge, orange, vert, vert clair. Ça va nous amener sur des régimes extrêmement restrictifs qui à terme vont affaiblir l'organisme parce qu'on se prive d'à peu près tout. Donc retenez bien que toute restriction alimentaire drastique ne doit se faire que sur un très court terme. Enfin, dernière technique pour débusquer les intolérances alimentaires, il existe depuis quelques années des analyses de sels qui vont cartographier notre microbiote. Elles vont pouvoir définir quelles sont les familles de bactéries qui l'habitent et surtout leur fonctionnement. Est-ce qu'elles sont optimales pour notre digestion? Est-ce qu'elles peuvent sécréter des molécules anti-inflammatoires ou au contraire pro-inflammatoires? C'est assez intéressant et les bilans qui nous renvoient sont très complets. Si c'est le genre d'exploration qui peut vous intéresser, je vous mets aussi un petit lien dans la barre d'infos. Donc finalement, là où l'analyse sanguine va plutôt trouver des symptômes, parce que finalement le déclenchement de la réaction immunitaire est le symptôme d'autre chose, l'analyse de sels, la cartographie du microbiote, va plutôt aller essayer de chercher la cause et permettre de savoir clairement si on a une dysbiose ou pas. Pour conclure, vous l'avez bien compris, les intolérances sont un sujet relativement complexe qui évolue avec le temps. Pour en trouver les causes, il faut envisager notre corps dans son ensemble. Quel est mon état de stress, d'anxiété? Quelle est ma qualité de sommeil? Est-ce que ça a pu avoir une influence sur ma thyroïde et sur son fonctionnement? Par extension, est-ce que ça a dégradé l'acidité gastrique et enzymatique? Enfin, est-ce que mon microbiote est heureux? Est-ce qu'il est en eubiose, comme on dit, c'est-à-dire une parfaite harmonie du microbiote? Ou est-ce qu'il est en dysbiose? Et là, au contraire, ça veut dire qu'il n'est pas équilibré. Pour terminer sur la réponse potentielle à bien des mots, mon intestin est-il poreux?
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager. Je compte aussi sur vos commentaires pour m'éclairer sur de prochains sujets que vous aimeriez voir abordés. Et enfin, bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite.